propositions au travers des jeunes et des moins jeunes. Bonjour à tous. Alors, moi, cabinet de transaction, aujourd'hui, quand on valorise un fonds de commerce d'officine, les critères avant ou après Covid, la méthodologie n'a pas bougé. Aujourd'hui, on valorise toujours un fonds de commerce sous forme de 5 critères. Les 2 critères principaux, bien sûr, ce sont les chiffres. Vous allez entendre souvent parler de notion de rentabilité avec le BE et le BE retraité. Des notions d'activité avec le chiffre d'affaires bien évidemment retraité, et là je pense qu'on va y revenir dessus. D'autres critères qui sont importants, c'est bien évidemment l'environnement médical, avec l'âge des titulaires. Il y a bien évidemment la réserve foncière et la concurrence. Alors, bien évidemment, je reviens assez rapidement sur l'activité et l'activité retraitée, puisque c'est le thème aujourd'hui de savoir ce que l'on fait sur justement ce chiffre d'affaires dit Covid. Alors dans les normes, aujourd'hui, nous retraitons le chiffre d'affaires Covid à taux zéro, d'accord, le chiffre à taux zéro. Mais nous avons vis-à-vis du vendeur, et je peux comprendre, une frustration, et là c'est plus de l'ordre psychologique, puisqu'il ne se sent pas ou peu récompensé par rapport aux efforts que vous avez pu ou qu'ils ont pu réaliser au sein de leur officine pendant la période du confinement. Donc aujourd'hui, en dehors des chiffres, nous, en tant que cabinet de transaction, nous avons un aspect psychologique à également prendre en compte. Bien, bonjour à tous. Sur la partie effectivement plus comptable, on va dire, je vais prendre le chemin qu'a commencé à emprunter Explier. Il a évoqué effectivement certains retraitements qu'on opère sur le compte de résultat pour ensuite après sortir quelque chose de normatif, c'est-à-dire quelque chose de, on va dire, retraité d'éléments exceptionnels qui peuvent à un moment donné polluer la lecture et donc la valorisation de l'entreprise. Par nature, cette période Covid est quand même exceptionnelle et on a vocation à la retraiter comme l'évoquait Explier. C'est donc le chiffre d'affaires à 0%, tout ce qui concerne vaccins, tests, mais pas seulement, et c'est là où c'est plus compliqué. Au niveau du chiffre d'affaires, vous savez aussi que tout ce qui est gel, masque, relève en fait de la TVA à 5,5%. Et donc là, c'est évidemment plus compliqué parce qu'on n'a pas forcément lecture directe. Il convient de pouvoir rentrer dans le LGO des pharmaciens pour pouvoir ressortir la substance et pouvoir le cas échéant retraiter. Et ça se traduit aussi pas seulement au niveau du chiffre d'affaires, mais aussi des charges. Puisque qui dit à un moment donné activité Covid dit peut-être des embauches supplémentaires au niveau de la masse salariale pour pouvoir à un moment donné soutenir cette activité-là. Ça veut dire aussi peut-être des investissements. Ça veut peut-être dire des dépenses plus particulières qu'on va être amené à un moment donné à retraiter pour vraiment pouvoir avoir un objet retraité, comme je me répète, comme son nom l'indique, de tous ces éléments dits exceptionnels pour pouvoir ensuite après appliquer des coefficients qui sont utilisés par tous les professionnels, notamment évidemment les coefs d'interfini. Bonjour, alors côté du banquier, cette fois-ci, je pense que le plus important, c'est qu'on n'a pas changé en fait, nous non plus, nos critères d'analyse. Les critères d'analyse sont restés les mêmes, on n'est pas rentré dans des critères un peu plus durs, par contre, on va regarder plus en détail, mais nous, on le fait à travers les conseils, c'est justement cette composition, en essayant de voir les banquiers, donc on est prudent, on va essayer de voir à l'intérieur de ce qui nous était présenté, justement ce qui a été gardé comme chiffre d'affaires volatile. On s'intéresse de plus en plus, on le faisait déjà avant Covid, mais aujourd'hui l'évolution des médicaments chers est importante aussi et elle est un peu gommée ou noyée à l'intérieur des chiffres d'affaires Covid. Donc on va essayer, dans la mesure du possible, et c'est un exercice difficile parce que nous on va travailler sur les prévisionnels, de regarder justement dans les business plans qui nous sont envoyés, comment sont retraités tous ces éléments-là. Alors il faut savoir aussi que la période est riche, puisque en même temps que la période Covid, on a eu quand même des réformes majeures sur un plan fiscal qui sont venues un peu perturber, on va dire, si je puis dire, le train-train quotidien de la valorisation. Je pense à l'amortissement du fonds de commerce, qui est un sujet majeur et qui fait toute l'actualité et encore récente, puisque on a eu la base BOFIP, qui est la doctrine administrative, qui est venue faire quelques petites précisions encore tout récemment. Donc, j'ouvre peut-être une boîte de Pandore, c'est pas l'objet de parler d'amortissement du fonds commercial,
mais pour autant, ça vient un petit peu perturber à un moment donné aussi la valorisation des fonds dans une période qu'on a, en tout cas, à titre personnel, pas forcément besoin. On est dans des phases quand même qui sont quand même très complexes sur le plan opérationnel, avec des vrais sujets au niveau de la masse salariale. Actuellement, c'est très compliqué effectivement pour les pharmaciens de trouver du personnel. Il y a des pressions à la hausse au niveau des salaires. Et on pourrait tenter à un moment donné, avec l'amortissement du fonds commercial, d'avoir des valorisations peut-être excessives, ou en tout cas d'avoir une certaine vigilance sur les valorisations qui peuvent être tirées par rapport à ces opportunités fiscales. Donc attention effectivement en particulier à ça par rapport à vraiment à l'ambiance du moment, si je puis dire. On a vraiment l'impression qu'on se retrouve dans une bulle actuellement sur l'augmentation de cette valorisation. Et en dehors de ce schéma-là, il y a aussi, moi je le vois sur le terrain, l'offre et la demande. Il y a vraiment dans notre région énormément de demandes pour peu d'offres. Et là, ça fait artificiellement également gonfler les prix. Oui, je pense qu'effectivement, ces éléments-là peuvent avoir des tendances inflationnistes. On commence à l'observer aujourd'hui. Dans l'étude des prix qu'on avait fait l'année dernière, on présente une moyenne. Donc effectivement, une moyenne aujourd'hui, quand vous avez des tels écarts types entre les officines, ce n'est qu'un indicateur. Donc il ne faudrait pas s'arrêter uniquement à ces chiffres qui sont donnés. Il faut vraiment regarder détail par détail, officine par officine, reprendre tous les critères qui ont été donnés. Mais si on fait référence un peu au passé, il y a, on passe vite, mais 10-15 ans, on a eu une création d'une bulle financière sur le marché des officines, où on avait des prix qui étaient vraiment déconnectés des rentabilités économiques. Donc il y a une bulle qui s'est créée. Beaucoup de chance à l'époque, cette bulle n'a pas éclaté, elle s'est résorbée avec le temps. Mais il est clair qu'aujourd'hui, il va falloir être prudent, ne pas recréer. Alors je pense que les banquiers ont aussi appris par rapport à cette histoire-là, et vont peut-être être un peu plus prudents, mais on peut avoir des éléments qui peuvent amener vers ça. Toute aide fiscale peut amener vers ça. Et effectivement, là je vous rejoins complètement, l'amortissement du fonds de commerce peut avoir une tendance inflationniste. On peut rencontrer aussi certains modèles d'allongement des durées de crédit qui peuvent, elles aussi, avoir des tendances inflationnistes. Il y a quelques années, on a eu certains confrères qui étaient rentrés sur des modèles qui avaient à 15 ans. 15 ans en pharmacie, je rappelle juste que normalement, un amortissement du fonds de commerce, c'est 7 ans. Les prix font qu'en pharmacie, les us et coutumes, on est passé sur du 12 ans. Mais de là à aller encore plus loin paraîtrait quelque chose d'assez déraisonnable, et en fait, ne fait que valider des prix un peu hauts. C'est plus facile à faire passer le dossier sur une durée plus longue. Mais côté banquier, on va être prudent par rapport à ça, parce que si malheureusement des difficultés apparaissent, quand vous avez fait un crédit sur 15 ans, statistiquement, les difficultés elles apparaissent à partir de la 3e, 4e année, quand vous avez plus des aides. Quand vous êtes à 3-4 ans sur un crédit à 15 ans, vous allez surtout payer beaucoup d'intérêts, vous allez rembourser relativement peu de capital. Donc allez voir son banquier à ce moment-là. Le banquier va avoir du mal à retravailler la dette en cours, parce que déjà il aura fait une durée très longue au départ, et il ne va pas pouvoir retravailler l'encours, donc ça ne serait pas sain à mon sens d'aller sur des durées plus longues. Je vous rejoins à 100%, bien sûr. Il y a un autre sujet aussi en ce moment qui anime pas mal le contexte. Il y a le Covid, mais il y a aussi cette fameuse remontée des taux liée à l'inflation. Jérôme, vous pourriez peut-être commenter un petit peu en tant que banquier. Oui, effectivement, on est dans un contexte de remontée de taux peut-être un peu plus rapide que celui qu'on avait prévu, mais maintenant, rappelons qu'on était aussi historiquement sur des taux très très bas depuis plusieurs années. Et je pense qu'un des indicateurs les plus simples à voir, c'est ce qu'on appelle l'OAT à 10 ans. L'OAT à 10 ans, c'est le taux des emprunts d'État. Aujourd'hui, sur du 10 ans, on a flirté la semaine dernière sur des taux autour de 40, de 50. Ça donne un bon indicateur de marché. Alors c'est vrai que quand le taux d'une pharmacie a été multiplié
multiplié par 5 en l'espace de quelques mois, ça peut paraître énorme, mais regardons ce qui a été multiplié par 5, on était sur des taux extrêmement bas. Maintenant, il ne faut pas se faire peur, à mon avis, au niveau de cette remontée des taux, puisqu'on va rester sur des taux qui sont raisonnables. On reviendra peut-être sur le sujet de l'inflation, il faudra raisonner en taux net. Par contre, donc, sur ce sujet du taux, c'est pas la différence d'intérêt qui fera que le dossier sera accepté ou refusé sur le banquier. On ne parle que d'un différentiel de taux d'intérêt. Donc soit le dossier il est bon, il a une rentabilité qui est tout à fait correcte, et que vous soyez sur un taux à 0,80 ou sur un taux à 2,50, c'est pas ça qui va faire la différence financière. Donc il faut s'y attendre, on est dedans, je n'ai pas de boule de cristal, je ne vais pas vous annoncer les taux en fin d'année, mais il est clair qu'on va, je pense, vers des tendances à au moins de 50 sur le deuxième semestre. C'est un indicateur, mais je vous dis, il ne faut pas se faire peur par rapport à ça, parce que emprunter à 2,50 sur une durée de 12 ans, avec un taux fixe, ça reste tout à fait raisonnable. Puis c'est aussi quelque chose qui est anticipé au niveau de nos prévisionnels à un moment donné, c'est des choses qui sont mis en place, c'est vraiment très important, un stratégie de bien comprendre que c'est pas ça qui va faire qu'un dossier à un moment donné va passer ou va passer. Et j'aime bien donner cet ordre de grandeur-là. Alors, 0,25% d'augmentation du taux pour 10 000 € empruntés, c'est moins de 1 € par mois. Vous donnez un ordre d'idée. Donc, évidemment qu'à un moment donné, c'est pas forcément ça qui va être le sujet majeur, et on a tendance en tant que pharmacien à être focalisé sur cette problématique-là. Il y en a bien d'autres, et le Covid, strictement parlé, à mon avis, mérite plus votre attention que cette remontée. Je suis d'accord, la seule chose, c'est qu'effectivement, les acquéreurs, on a vu une progression de taux, mais hyper rapide. C'est ça qui est vraiment, voilà, ça a été surprenant, parce que d'habitude, les évolutions de taux à la hausse ou à la baisse sont généralement beaucoup plus lissées. Et là, c'était très rapide, et c'est ça qui était un petit peu surprenant. C'est pour ça qu'on s'est un peu aussi focalisé là-dessus avec nos clients acquéreurs. Parce qu'on pouvait faire des prévisionnels liés avec des experts comptables, et puis à un moment donné, on se voyait à 10 jours de délai, et on avait des augmentations de taux à chaque fois. Oui, c'est vrai, exactement. Alors maintenant, il y a effectivement cette augmentation des taux. Globalement, on a aussi un sujet qui revient, c'est un sujet d'inflation. Donc, il faudra raisonner en taux net, c'est-à-dire en tenant compte de cette inflation. Je pense que le sujet à travailler vraiment avec les spécialistes, c'est aussi cette notion de la partie inflation me gêne plus que la partie augmentation des taux, parce que votre partie inflation, elle va jouer sur les charges. Je pense qu'il y a une étude à faire sur vos postes de frais personnels qui risquent de connaître des tensions assez fortes sur les années à venir, tant en termes de coûts que de difficultés à trouver du monde. Par contre, en face de ça, vous avez un chiffre d'affaires qui est composé de prix réglementés, une bonne partie en prix réglementés, donc vous allez avoir un impact de l'inflation sur les charges, et proportionnellement, vous risquez de ne pas le retrouver en chiffre d'affaires. Donc là, il y a vraiment un travail de fond à aller faire, mais là aussi, ce n'est pas un travail à faire avec des moyennes, c'est en fonction de la typologie de l'officine, ça va être en fonction de la constitution du chiffre d'affaires, des médicaments réglementés, etc. Chaque dossier, chaque pharmacie est unique, c'est particulier là-dessus. C'est vraiment un vrai sujet. On voit l'inflation aussi au niveau des achats, c'est-à-dire dans les relations effectivement des partenaires avec les laboratoires, on parlait de la masse salariale, pas que. Bon, les charges externes, c'est un peu plus anecdotique dans le sens où elles représentent à peu près 5% du chiffre d'affaires. Donc on est sur des problématiques moins impactantes, on va dire, à court terme. Pour autant, c'est effectivement un sujet vraiment d'attention au niveau d'analyse des comptes de résultats et des bilans des pharmacies qui nous sont proposés actuellement. Alors, maintenant, on est en train de vous parler de sujets où on dit faites attention à ci, faites attention à ça. Il ne faut pas être non plus dans du catastrophisme. Je pense qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, dans la majeure partie des officines, les fondamentaux sont sains. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il est encore intéressant pour un jeune de s'installer, de devenir propriétaire de son outil de travail. Il y a des outils qui aident à ça, il y a de nombreux outils d'aide à l'installation, il y a des investisseurs qui sont prêts à accompagner des jeunes dans leurs installations.
Donc je pense que c'est encore vraiment le moment de devenir propriétaire de son outil de travail. Et maintenant, il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut vraiment s'entourer de spécialistes sur la question, d'acheter ce qu'on va dire un juste prix. Alors ça, c'est pas facile, hein, parce que pour négocier, vous avez des valeurs qui sont calculées, mais la valeur, c'est pas forcément le prix. Après, il y a une négociation, il peut y avoir une valeur économique qui dit ma pharmacie elle vaut tant, mais avoir un acheteur en face qui dit mais moi je suis prêt à la surpayer. Ça ne va pas poser de problème au banquier. La différence, la survaleur, en fait, on va la demander en apport personnel. Nous, banquier, on va regarder la rentabilité économique et quel est le niveau de dette raisonnable à lever en maintenant une rémunération de gérant sur vos dossiers tout à fait acceptable. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un marché de la transaction qui est toujours là. Il faut être peut-être un petit peu plus prudent, mais ne pas rentrer non plus dans un catastrophisme en disant les taux augmentent, les prix augmentent, je ne vais pas m'installer. Non. Maintenant, il faut vraiment regarder au cas par cas. Il y a encore des très très belles opportunités d'installation. Oui, c'est exact. Et puis on le voit, on a de plus en plus de jeunes qui veulent s'installer, donc vous êtes tous motivés et c'est bien. À pouvoir acquérir votre outil de travail. Donc, et comme vous disiez, vous parliez d'investisseurs, il y a aussi les boosters d'apport qui nous a fait 30% de nos dossiers. Aujourd'hui, on a signé avec des boosters d'apport, donc ça nous permet d'avoir également une autre clientèle. Ça, c'est assez vertueux par rapport à la profession, puisque la profession croit en le métier de la pharmacie. Et justement, ça, c'est le côté très sympathique. C'est vrai qu'actuellement, le marché reste très dynamique au niveau de la transaction et on est tous, chacun dans nos maisons respectives, fortement sollicités. Ça prouve aussi que, je veux dire, le marché en fait est actif et donc il y a des transmissions qui se passent actuellement. Évidemment, il reste toujours des très belles opportunités actuellement au niveau du marché. Non, il est clair que dans les prix, dans l'étude qu'on a sortie sur les prix en 2021, que vous pouvez retrouver en libre téléchargement sur votre site, qui est, je pense, assez complète, quand on regarde les prix des officines aujourd'hui, on a clairement deux marchés qui sont en train de se décider. Vous avez le marché de ce qu'on qualifiera la petite officine. Alors après, il peut y avoir débat sur ce qu'on appelle une petite officine. Est-ce que le bon critère, c'est un niveau de chiffre d'affaires? C'est pas certain, mais en tout cas, vous avez un marché sur lequel les prix sont vraiment à la baisse, et un marché des officines de taille importante où là, on commence à avoir un peu l'aspect financier dont on parlait tout à l'heure, avec une déconnexion qu'on observe, et la tendance est vraiment en train de se renforcer sur ce premier semestre. On l'avait connu en fin d'année dernière, mais là on voit beaucoup de dossiers avec le fameux critère de pourcentage du chiffre d'affaires où on retrouve de nombreuses officines vendues à plus de 100% du chiffre d'affaires, situation qu'on a connue il y a quelques années. Il faut faire attention à ça, mais je trouve que sur certaines officines, notamment les officines de taille importante, on commence à avoir une déconnexion entre prix et rentabilité. Vous avez, à mon sens, une offre qui n'est pas très forte sur le marché. Il n'y a pas énormément d'officines de cette typologie sur le marché. Par contre, vous avez beaucoup d'investisseurs, beaucoup de gens qui ont envie d'acquérir ce type d'officine. Donc vous avez une demande qui est très forte. Et là, on est plus sur un marché avec une loi d'offre et de demande qu'un marché plus rationnel en termes d'analyse économique. Il faut y faire attention, je pense. Oui, alors pour les ch'tis qui sont présents dans la salle, évidemment, il y a des spécificités régionales. Le Nord, en fait, vous le savez sans doute, hein, c'est le deuxième tissu le plus dense après la région Île-de-France, avec du coup certaines spécificités. On a toujours été une tradition un petit peu raisonnable au niveau des prix, et pour autant, depuis septembre, on sent effectivement que cette tendance-là de vitesse est très marquée, et on va être un peu dans la caricature, mais effectivement, le jeune pharmacien recherche une officine avec un chiffre d'affaires conséquent à 20 minutes de Lille, sans travaux, avec du parking et des médecins de moins de 50 ans qui sont à côté. Pour être très stéréotypé dans ce qui est recherché. Donc ça ne veut pas dire qu'effectivement il y a des opportunités ailleurs, mais ça crée une concentration sur une même typologie d'officine et qui pousse du coup forcément à un moment donné une poussée inflationniste au niveau des prix. Retenez vraiment ce que disait Jérôme, on n'oublie pas, une valorisation c'est une chose, un prix en est une autre.
et qu'à un moment donné, si vous avez un surprix par rapport à la valorisation qui est proposée, il faut l'apporter. Puisque si vous n'apportez pas et si vous proposez ça au financement, vous allez au moment des difficultés à partir effectivement quatrième année, cinquième année, ça va de ce moment-là où on sent que ça se tend. Ça a été le cas lors de le dernier cycle un peu complexe qui tourne autour de 2008, quand effectivement on avait des prix très importants avec des rentabilités qui n'étaient pas forcément au rendez-vous. Pour la première fois, les chiffres d'affaires ont baissé en officine pour la première fois en octobre 2008. Et c'est pile poil au moment où les prix étaient très importants et donc les rentabilités qui commençaient à baisser. Et c'est ces mêmes pharmacies-là, vers 2012-2013, qui ont eu des difficultés et qu'on a dû effectivement particulièrement connaître. On avait, il y a quelques années, sorti une étude, on regarde, on fait une carte par grande région sur les prix, et on s'était amusé, entre guillemets, à regarder la même carte sur les officines en difficulté. Et on a mis en parallèle la carte il y a 3 ans, sur les officines en difficulté, avec la même carte des prix de cession 6 ou 7 ans avant. Et on s'est très vite aperçu que vous retrouviez les mêmes régions. En fait, quand vous avez des flambées de prix sur une région, derrière, c'est là aussi où on va retrouver les officines les plus en difficulté de trésorerie le plus rapidement. Donc oui, il y a forcément un lien entre les deux. Vous avez des questions? Oui, Je vais passer à la question. Monsieur Pouzeau. Forcément. Merci. Forcément. Oui, bonjour, François Pouzeau, moniteur des pharmacies. Donc, d'abord une question pour Jérôme. Vous avez dit, bon, l'OAT, de 40, de 50, aujourd'hui, j'ai cru comprendre, pour la pharmacie, on est toujours une strate en dessous. Les taux, on est a priori pour l'instant plutôt à 1,40 avant l'été. Emmanuel Laurent, en compte de l'officine, a annoncé qu'on serait peut-être à 3% à la fin de l'année. Alors, évidemment, on n'a pas la boule de cristal. J'ai cru comprendre que l'OAT est de 40, mais pour la pharmacie, aujourd'hui, c'est 1,40. On va voir. Alors ça, c'est la question, première question pour vous. Ensuite, réflexion, il y a, avec la Covid et ce qu'il y a avec la loi de finances 2022, il y a plusieurs choses qui viennent se cogner. Premièrement, effectivement, l'amortissement du fonds commercial est un facteur de peut-être un facteur de renchérissement des prix. Premier point. Deuxième point, est-ce que l'augmentation des taux peut, à la limite, être un facteur de modération de ce renchérissement des prix? Parce qu'en fin de compte, l'augmentation des taux, c'est toujours que une baisse des taux profite aux vendeurs, une augmentation des taux, est-ce que ça va peut-être venir calmer un peu le jeu? Voilà. Et ça, il y a ce troisième point maintenant, le fameux trésor de guerre du Covid. Les pharmacies, les gens installés ont un excédent de trésorerie et on revoit revenir les pharmaciens investisseurs. S'ils ont dit, j'ai de la trésorerie, et j'investis dans une autre officine. Donc on a ces trois éléments-là, l'augmentation des taux, l'amortissement du fonds, et on voit un peu plus d'investisseurs aujourd'hui, parce qu'à un moment il y a eu des boosters d'apport, et on va dire que les investisseurs se sont calmés. Mais là aujourd'hui, ils ont des excédents de trésorerie, et ils se disent c'est peut-être le moment d'investir. Et on sait que dans ces cas-là, ça peut jouer aussi à la hausse. Donc tout ça mélangé, on ne peut pas savoir, mais qu'est-ce que ça pourrait donner? Et alors donc j'en reviens sur le 1,40 en ce moment, c'est d'actualité ou pas? Alors, le 1,40 en ce moment, c'est sur les dossiers qui se mettent en place en ce moment. Le 1,40, c'est un bon taux en ce moment. C'est un très bon taux en ce moment, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le 1,40 qui est mis en place en ce moment est un taux qui, vous connaissez la maturité sur les dossiers, on arrive à une maturité 3-4 mois à peu près. Donc le 1,40 est un taux mis en place aujourd'hui, négocié il y a 3 mois. Donc quand on a commencé à le négocier il y a 3 mois, on a négocié peut-être un taux un petit peu en deçà des 1,40, mais les accords de crédit ayant été donnés, on est sur une phase de négociation de dossiers qui ont été étudiés en début d'année. Et là, Jérôme, je vais vous voir aujourd'hui, vous me faites quel taux si j'ai un bon dossier? Ça ne sera pas du 1,40 si je Alors ça dépend de plein de choses, bien entendu, mais si vous venez voir aujourd'hui, déjà, je pense qu'on est sur un dossier qui va être mis en place, dans le meilleur des cas, fin d'année aujourd'hui, c'est à peu près ça. Donc fin d'année, donc je vais être prudent sur ma cotation parce que bien entendu, je sais que mes taux vont continuer à augmenter, donc on va dans ce cas-là, nous, étudier le dossier sur les bases des prévisionnels experts comptables
et transactionnaires qui vous sont envoyés sur des bases, je vais leur poser la question, vous faites des simulations à combien aujourd'hui? Aujourd'hui à 2%. Ah, d'accord. Pour les dossiers, voilà, pour les nouveaux dossiers. C'est vrai qu'on n'a pas de visibilité, donc c'est gênant pour les banquiers de dire on ne sait pas à la fin de l'année combien on sera. Pour le Cargo, non plus, on n'a malheureusement pas de visibilité, mais Arnaud, tu peux en dire. Oui, Arnaud va s'exprimer, mais après je voudrais qu'on réponde à mes deux autres questions. Non, c'est pas grave. Je ne vais pas être plus fort ou plus intelligent que les trois participants de la table ronde. Non, simplement aujourd'hui on a vu un concurrent dans le sud-ouest sur un dossier de qualité, à 3%. Mais je pense qu'il n'a pas envie de rentrer dans le dossier, quoi. Voilà, donc je pense que là aujourd'hui, si on propose, on va être là dans les semaines qui viennent, entre 2 et 2,5, parce qu'on suit à peu près l'OAT. L'OAT était, comme François l'a dit, à 2,40, elle était à 2,20 la semaine dernière, elle est montée à 2,40. Voilà. C'est un petit peu l'obligation des États, les obligations d'État qui font un peu la référence. Alors ce que je veux dire par rapport à tout ce qui a été dit aussi, c'est que même 2,5% face à une inflation à 6%, ça reste un taux qu'on peut considérer négatif dans l'absolu. Donc, mais en revanche, dans les business plans, la difficulté, c'est qu'il y a un impact de l'inflation. Sur les médicaments, on ne sait pas. Sur le reste, peut-être que sur la para, etc., ça sera peut-être 4, 5, 6% qui pourrait gonfler. Mais là aussi, dans les business plans, un expert comptable, comment vous procédez pour l'évaluation de l'inflation, qui est une donne nouvelle, en fait, qu'on ne prenait pas en compte. Oui, exactement. Bah, on essaie, c'est pareil, d'anticiper. Alors, on n'a pas de boule de cristal, on essaie un peu de mettre des coefficients d'érosion à un moment donné au niveau des marges pour respecter un principe qui nous est cher. L'expert comptable, c'est le principe de prudence. D'accord? Je dis bien prudent, on n'est pas pessimiste. Vous êtes pessimiste, bah non, je suis prudent, j'essaie de regarder un petit peu. Donc, effectivement, c'est des choses qu'on essaie d'intégrer, tant au niveau des achats et des marges commerciales des pharmacies, mais aussi au niveau des charges de personnel, qui sont vraiment un point majeur actuellement. Donc on essaie d'être très vigilant là-dessus et effectivement on a plus de 2,5% au niveau des taux. Alors pour répondre aussi à votre question, M. Boulot, vous parlez du fonds commercial. Alors évidemment, on est à date un petit peu attentiste parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a voté récemment quand même. Donc à un moment donné, on est toujours très vigilant sur un plan fiscal et en particulier des lois de finances, parce que vous savez que les premières lois de finances en fait, d'un quinquennat sont toujours celles qui donnent un peu le là des années suivantes. Bon, vraisemblablement, vous pouvez imaginer, tellement ça nous paraissait incroyable ces amortissements du fonds commercial, qu'on puisse imaginer des lois de finances rectificatives, voire des modifications dans un an. Ça n'a pas l'air d'être le cas, puisqu'effectivement la dépôt administrative il y a 10 jours a confirmé ce point-là. Sur le plan de la valorisation en fait, des fonds, on pourrait être tenté de se dire, vu qu'à un moment donné il y a une opportunité fiscale, écoutez, cher acquéreur, ça serait quand même une bonne idée de se partager à un moment donné ce gain fiscal et l'imaginer. Bon, je pense qu'il est assez compliqué de rentrer dans ce jeu-là et je pense qu'on est assez unanime entre professionnels pour, à un moment donné, ne pas rentrer dans ces calculs un peu, je ne vais pas dire d'apothicaire, ça serait un mauvais jeu de mots, mais en tout cas, voilà, d'être dans une situation, dans une posture où on s'amuserait à valoriser en fait, des fonds de commerce pour une logique purement fiscale. À un moment donné, on achète une réalité économique et je pense qu'il est important d'être prudent. Là, c'est pareil, n'oubliez pas que les effets sont décalés, c'est-à-dire que l'amortissement du fonds commercial va arriver au niveau de la première clôture des bilans. Souvent, les premiers bilans ils ont une période un peu plus longue, puisqu'on aime bien effectivement avoir des bilans plus longs pour le premier exercice pour pouvoir absorber tous les frais d'acquisition des structures. Donc, les questions vont se poser là, et c'est pas sans effet aussi un petit peu pervers quand on a des investisseurs, notamment, puisqu'il y a amortissement du fonds commercial dit très peu de capitaux propres, et donc des problématiques de remontée de dividendes, et donc aussi de sortie d'investisseurs. Donc c'est un cadeau qui peut être un peu parfois empoisonné, et pour l'instant, de toute façon, on ne voit pas, si je puis dire officiellement, les effets, puisque les bilans ne sont pas clôturés pour l'instant, on n'est pas en actualité. Et l'amortissement, c'est optionnel. Bien sûr, c'est une décision de gestion. Il y a deux autres points. Oui, juste un dernier point sur l'amortissement aussi. Côté banquier, de toute manière, on demande aujourd'hui, comme vous l'avez précisé, c'est optionnel, ça se fait après clôture du premier bilan. Donc la position du banquier, en tout cas chez Interfino, elle est très claire. On va demander 2 business plans auprès de l'expert comptable. On va lui demander un business plan sans amortissement et un business plan avec amortissement.
Et notre base de référence sera sans l'amortissement, puisque de toute manière l'amortissement est optionnel, donc je ne suis pas certain qu'il sera mis en place. L'amortissement étant une écriture comptable qui va vous permettre d'économiser pas mal, beaucoup même, d'IS. Nous, on va travailler, quand on travaille sur la rentabilité de l'officine, on va travailler au-dessus, on va travailler au niveau notamment de l'EBE, et donc l'écriture qui va permettre d'économiser l'IS va être un plus, mais on ne va pas faire notre raisonnement comme ça, donc ça veut dire qu'un dossier qui ne passerait pas sans amortissement du fonds, mais qui passerait avec un BP amortissement du fonds, une opération purement comptable pour nous. Si on vient sur nos critères du début, nous, ce qui va nous intéresser, c'est bien entendu le prix, mais c'est l'homme qui va animer sa pharmacie. Oui, l'homme, la femme, c'était générique, c'était avec, on ne l'entendait pas, mais il y avait le H majuscule. Donc, l'animateur ou l'animatrice de la pharmacie, de l'emplacement professionnel, etc. Donc, oui, c'est un plus, l'amortissement. Avec des contraintes, effectivement, c'est pas le sujet. Il y a pas mal de contraintes autour de ça, mais c'est pas notre raisonnement premier. Et sur les deux autres questions, donc l'augmentation de taux qui pourrait être un facteur de pondération et le retour des investisseurs, est-ce que ça pourrait être un facteur de nouveau d'augmentation de renchérissement des prix? Comment vous sentez ça? Sur l'augmentation des taux, évidemment, ils sont, on l'a évoqué tout à l'heure, on pratique des taux à 2,5% au niveau de politique. Et des charges d'ailleurs, l'inflation. Oui, l'augmentation des taux, visiblement, c'est pas trop le sujet. L'augmentation des charges, effectivement, est-ce que là, ça peut pas être un facteur de pondération? C'est évident. Bien sûr qu'à un moment donné, ces érosions liées à cette montée, à un moment donné, des postes de charge, des postes d'achat, et couplées quand même sur un impact un peu plus remonté des taux au niveau de la banque, puisqu'on évoquait effectivement les taux proposés versus l'inflation actuelle, où au final on arrive sur du négatif. C'est intégré dans les prévisionnels, ça concourt à un moment donné effectivement à des impacts au niveau de la valorisation. Oui, c'est évident, bien sûr. Et concernant les investisseurs, vous avez raison, il y en a de plus en plus. Nous sommes nous qui avons des transactions sollicitées davantage que les années précédentes. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, encore une fois, ça fait grandir le fossé entre l'offre et la demande. Et artificiellement, là je vous rejoins, consolider les prix plutôt à la hausse. Là aussi, peut-être être prudent sur cette notion d'investisseur. Vous avez différents types d'investisseurs. Dans l'exemple que vous citiez, effectivement, c'était des pharmaciens qui aidaient à l'installation direct sur un modèle comme ça. On est sur un modèle simple, donc normalement, ça ne devrait pas trop influencer sur les prix. Par contre, en investisseur, on peut avoir parfois, même si la législation ne permet pas d'arriver directement au capital, on peut avoir des montages avec des fonds financiers où là on est plus dans la financiarisation, et là il faut être très prudent parce que ça va apporter des liquidités sur le marché. Quand vous avez des liquidités sur le marché, ça a des tendances inflationnistes. Donc là il faut être beaucoup plus prudent. J'ai plus le micro, mais je ne veux pas monopoliser. On va avoir aussi un problème avec les obligations convertibles quand il va falloir rembourser la prime de non-reconversion, s'il faut réétaler le crédit dans 4-5 ans et qu'on ait des taux à 3 ou 4%. Là aussi, ça va poser problème. Mais même d'une manière générale, sur le réétalement des crédits, on va travailler sur des taux qui seront différents, on va avoir des problèmes, notamment avec les obligations convertibles, avec les primes de non-reconversion. Effectivement, c'est surtout la difficulté pour la personne qui veut être entrée dans ce montage-là. J'espère qu'il a bien tous les tenants et aboutissants à la sortie. C'est ça qui est le plus important. Je pense que pour nous, comme banquiers, on n'est pas trop inquiets sur le sujet parce que ce type de montage, on les a évités. Oui, monsieur Calcio, du département du Nord, j'aurais une question plutôt côté investisseur en définitive. J'aimerais qu'on refasse un point sur les délais de conservation des parts après un arrêt d'activité à la fois d'un pharmacien en âge d'activité dès qu'il fait une pause et à la fois un pharmacien qui prend sa retraite. Donc le délai de conservation des titres est sous quelle réserve et est-ce qu'il y a des astuces pour les garder plus longtemps, etc. Alors, pour rappel, quand vous êtes titulaire d'une structure et que vous partez à la retraite, vous avez le droit de garder vos parts pendant 10 ans, puisque vous avez engagé votre diplôme en fait dans la structure et vous avez cette opportunité qui vous est offerte de pouvoir garder vos parts du reste d'une partie, de fait en tant qu'investisseur, pendant 10 ans. À l'inverse, effectivement,
d'autres structures où vous êtes susceptible d'être investisseur, dans lesquelles vous n'avez pas engagé votre diplôme et pour lesquelles vous devez vendre, dans le cas d'un départ à la retraite, à l'issue d'un an. En fait, vos différentes parts. Alors, à date, la question que vous évoquez, moi, je le vois peu. On aime quand même bien, de manière générale, si je puis dire, couper le cordon entre un vendeur et un acquéreur. Et on n'aime pas trop quand on va dire, enfin en tout cas je donne ma position, d'avoir des sessions échelonnées ou d'avoir toujours un lien qui soit capitalistique, financier ou de reste de manière générale humain entre un acquéreur et un vendeur, parce que ça peut créer tout un paquet de questions qui peuvent être plus ou moins complexes. Moi c'est des choses qui n'ont pas forcément mes faveurs, même si c'est une opportunité qui est laissée effectivement aux pharmaciens titulaires sur le point de partir à la retraite. Et après, on peut très bien effectivement imaginer que ce serait, qu'il y ait une réflexion à mener là-dessus par rapport à un acquéreur et à un jeune titulaire qui vient, où les deux parties trouveraient leur intérêt. Mais je suis toujours très prudent sur ce genre de choses, au même titre que quand vous avez, vous savez, des sessions qui peuvent s'anticiper longtemps à l'avance, et où un jeune pharmacien, du coup, dans le cadre du montage, vient en tant que salarié au sein de la structure, en amont de l'acquisition. Ça pose tout un tas de questions en termes de relations, de gestion du personnel, qui fait quoi et quand, et donc ça peut être un petit peu compliqué par moment. Je voulais reprendre toujours sur la question des investisseurs, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, on a également parlé des boosters d'apport qui pouvaient venir soit compléter, soit peut-être remplacer par rapport aux investisseurs. Est-ce que vous pouvez détailler peut-être ce processus? Alors, il en existe beaucoup de modèles, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a deux grands types en fait. Le premier est celui qu'on va faire avec des groupements. Donc il vient doubler, il ne se substitue pas, de toute manière il faudra de l'apport personnel. Il vient doubler l'apport personnel en règle générale. Il est prêté en nom propre, c'est-à-dire il vous est prêté à vous sur des modèles qui souvent sont sur des durées entre 7 et 9 ans avec 4 ans différés d'amortissement. Donc le temps de monter en puissance sur la pharmacie. Hein. Donc en nom propre, on prête à une personne qui va apporter au capital ou en compte courant d'associés en fonction des montages. La deuxième grande typologie, cette fois-ci on va prêter à la société d'exploitation et là on va intervenir avec un grossiste. On fait avec plusieurs grossistes, on va plus être sous la forme d'un crédit où là on peut aller jusqu'à 3 fois l'apport. On va plus être sur des crédits in fine, donc remboursables sur des durées qui peuvent aller jusqu'à 7-8 ans. Donc là aussi avec création de trésorerie et normalement à l'échéance des 7-8 ans, la possibilité avec les cash flows créés, la trésorerie créée, de rembourser ses crédits in fine. Après, il existe différents modèles. Vous avez aussi le modèle pour aider, qui est le modèle de la CAVP, qui est à mon sens un modèle assez fin parce qu'il vous laisse entièrement la main, la liberté. Vous êtes sur un crédit classique. Là, je suis sur une durée de 15 ans, mais juste pour la partie apport, vous allez payer les intérêts pendant 12 ans et commencer à rembourser le modèle de la CAVP à partir de l'année 13, 14 et 15, sauf à la 13e année, vous aurez fini de payer votre dette principale. Donc normalement, vous n'aurez aucun souci pour payer le remboursement de la CAVP. Donc il existe beaucoup de modèles d'aide à l'apport. Ce qu'il faut vraiment veiller, normalement, n'oublions pas qu'il y aura toujours un banquier qui portera la dette principale et on fera surtout attention que cette aide à l'apport, quelles en sont les modalités de sortie et surtout ne pas se créer un mur de dette, ne pas être sur des modèles qui vont capitaliser des intérêts où en fait à la fin le pharmacien au bout des 12 ans aura fini de payer la dette principale mais devra se réendetter sur une période très longue pour arriver à sortir des aides du départ. Donc il faut faire attention, mais la plupart des aides sur le sujet sont des aides qui justement ne créent pas ces modèles-là. Sur les boosters, je pense aussi qu'il y a plusieurs points d'attention. Attention quand on crée les dossiers, quand moi j'envoie Jérôme un prévisionnel et que je lui propose un booster, en fonction, comme le disait Jérôme, de l'architecture du booster, ça peut être dans la structure, ça peut être perso, enfin, ils peuvent être différents.
Et c'est compliqué de temps en temps, effectivement, quand un jeune pharmacien qui va s'installer, qui va aller voir les différents partenaires et qui va en définir. Comparer, oui, mais c'est surtout ensuite après, le banquier va dire attendez, vous êtes sympa, mais vous m'avez mis un booster de 50 000 dans la structure, mais sauf qu'en fait, finalement, c'est pas 50 000, c'est 40, et en fait, c'est une autre architecture en fait, qui a été mise en place. Donc, ça, c'est quand même un point de vigilance à un moment donné, et donc, ça peut. Moi, ce que je conseille, c'est attention du coup, au niveau du calendrier, parce que c'est long pour acquérir une structure. Il faut être assez vigilant là-dessus et se donner un petit peu d'air, parce qu'il y a forcément des échanges et des interactions qui vont avoir lieu entre le booster, le banquier et le cabinet de transaction et l'expert comptable. Ça, c'est effectivement important. La deuxième chose, c'est ce qui est évoqué Jérôme en filigrane, c'est, on ne va pas dire que c'est la cerise sur le gâteau, le booster, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui vient en complément. On l'a évoqué aussi pour l'amortissement du fonds, la manière dont on l'évoquait, mais on peut l'évoquer aussi sur d'autres montages, des gens qui s'installent en zone de revitalisation rurale, des gens qui vont chercher des aides, on a des types ARS, etc. Toutes ces petites choses qui vous permettent, soit sur un plan fiscal, d'adoucir un petit peu, ou en tout cas, conforter aussi votre apport, il faut être assez vigilant. Il y a quand même à un moment donné des fondamentaux qui sont importants. Bah oui, il faut un apport, il n'y a pas de secret. Et oui, on va voir à un moment donné un banquier, il n'y a pas de secret non plus. Et donc, toutes ces choses-là viennent, on va dire, en complément pour renforcer les choses. Et il faut être effectivement assez vigilant là-dessus. Et le dernier point qui me paraît aussi important sur les boosters d'apport, attention aussi à ce côté un peu inflationniste que ça peut avoir. Je vais être très basique, hein. Vous avez un locataire qui vous paye 600 € de loyer, le lendemain il vous dit qu'il a des APL de 200 €, le loyer il passe à 800. Pardon d'être dans la caricature, mais attention à ces effets-là. C'est pas à un moment donné parce qu'on a un booster d'apport qu'on va être en capacité d'apporter un surprix ou etc. Il faut être assez vigilant, ça vient en complément. Et attention de ne pas tomber dans cet écueil-là parce qu'ensuite après on se retrouve comme toujours avec un mur de dette. Et on va devant potentiellement difficulté. Et plutôt aussi par expérience, alors est-ce que c'est la typologie de Hauts-de-France, mais j'ai plus l'impression que les acquéreurs font appel au booster d'apport sur des tailles d'officine plutôt, on va dire, moyennes, et ils s'orientent avec des investisseurs sur des tailles d'officine plus importantes. Moi je le vois au travers des dossiers, alors est-ce que c'est Hauts-de-France ou toute région, mais c'est un peu cette typologie. Et attention, je suis de la CVP, c'est pour les prix, etc. Oui. Et il est assez long à mettre en place par rapport à un booster. Il est assez long, il doit être aussi étudié en anticipé. Et anticipé sur. Tout à fait d'accord avec vous, il est assez enfin, je trouve qu'il est assez pertinent. Ouais. C'est compter 2-3 mois quand même, en référence à ça. Justement, alors qu'un booster d'apport, ça peut être plus rapide, mais le prêt CVP a un très bon prêt. Ils ont un peu augmenté le taux, mais et voilà, il faut prendre en compte ce délai-là de réponse qui peut être un petit peu long par rapport à d'autres offres. Une petite question pratique peut-être. Je suis en train de prévoir ma retraite. Combien de temps avant je dois m'intéresser et vers qui je dois aller? Grand sujet. Grand sujet. Alors, la phase de retraite est une phase qui est un petit peu compliquée. Je vais commencer par vous dire que quelqu'un qui est sur le point de partir à la retraite, c'est comme un jeune de 18 à 25 ans. C'est-à-dire que ses idées changent tous les ans. Ah, je vais ralentir un petit peu. Ah bah non, finalement, je vais continuer. Je peux continuer avec mon organisation comme ça, que jusqu'à 70 ans, pas de problème. Ah non, finalement, je vais vendre, etc. Donc, bref, le sujet majeur déjà, c'est de dire quel est le projet de vie. Se dire j'ai envie de vendre mon officine, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est ce que je fais après. Et en fonction de ce que je fais après, du coup, naturellement, vous allez avoir la réponse qui va arriver. Deuxième point, c'est évidemment regarder avec appréhension son décompte de retraite sur Info Retraite, pouvoir anticiper à un moment donné s'il y a des erreurs dessus au niveau des points et ce genre de choses. Ça, c'est important, c'est général, c'est pas lié aux pharmacies. Et donc ça, effectivement, ça s'anticipe. Et ensuite, après, une fois que vous avez votre idée bien ancrée dans la tête et que vous avez un petit peu anticipé ces choses-là, on arrive dans une phase où, oui, vous pouvez effectivement anticiper la session. Alors, moi, d'expérience, le plus tôt que j'ai vu des signatures, c'est 2 ans en amont. C'est déjà long. Je veux dire, des gens qui ont signé en 2018, et ben on se retrouve 2 ans plus tard, en mars 2020, et on se dit oula. Donc effectivement, c'est déjà long. Le plus court, vous savez, pour acheter une officine, on tourne de 6 mois, on ne peut pas écrire de 6 mois. Au
au-dessus de 2 ans, on arrive quand même à des vrais sujets au niveau des valorisations, parce que généralement on aime bien figer les choses quand même sur un plan juridique, et on fixe la valeur du commerce qui va être acquis, et donc plus de 2 ans paraît quand même relativement compliqué. Merci. Alors, de l'autre côté, je suis jeune, j'ai une petite expérience d'assistant, d'adjoint, et je décide de m'installer. Je vais où, je fais comment, quel est le chemin que je prends, parce que bon, la transaction c'est quelque chose de connu. Bon, on ne sait pas non plus, quand on sort des études ou quand on a une faible expérience, on ne sait pas vraiment vers qui se tourner. Et je pense que, surtout aujourd'hui avec les apports, les boosters, la CAPP, etc., les apports personnels, il faut trouver des solutions et on n'a pas forcément les méthodes. Alors, justement, moi je dis toujours aux jeunes que je rencontre, c'est qu'ils constituent, on appelle ça une équipe projet. Alors, aussi bien de s'orienter avec un cabinet de transaction, un expert comptable spécialisé dans le monde de l'officine. On parle également de groupement, on parle bien évidemment de financement, et c'est vraiment de constituer son équipe projet pour que vous fassiez confiance à ces acteurs-là et des professionnels, pour que derrière on puisse en amont nous trouver le produit, et puis on va dire votre pharmacie de vos rêves, même si elle n'existe pas, et parce qu'il faudra toujours faire un petit peu de concession. Mais l'idée c'est vraiment de constituer votre équipe projet auprès de professionnels pour pouvoir acquérir en toute sérénité l'outil de travail. Oui, je suis tout à fait d'accord sur cette logique-là. Je pense qu'il y a 2 portes d'entrée principales. Évidemment, ici en est une. Il y a aussi, parce que je l'ai déjà vu, ça s'est déjà fait, et c'est allé au bout d'ailleurs, c'est aussi finalement le porte-à-porte. De bonjour, je me présente, je suis un jeune pharmacien, une jeune pharmacienne. Je souhaite effectivement m'installer. Si un jour vous êtes susceptible de vendre, écoutez, je suis intéressé pour étudier votre structure. J'ai déjà vu, ça se fait. Et c'est aussi une porte d'entrée. En tout état de cause, ce qui est très important, c'est pouvoir acquérir de l'expérience. Soit une éponge. Il faut oublier tout ce qu'on a en tête. Ah, les petites pharmacies, c'est pas bien. Les ventes, c'est super. Là, ces endroits-ci, c'est bien, c'est pas bien. Et étudier un maximum de structures pour pouvoir avoir ensuite après l'expérience et pouvoir ensuite après vraiment regarder et pouvoir agir rapidement, parce que quand on a une belle opportunité, il faut souvent agir vite, et c'est pas généralement quand on étudie une seule pharmacie que ça nous permet ensuite après de pouvoir prendre des décisions rapidement. Il faut en étudier plusieurs, et j'insiste souvent beaucoup aussi parce que les gens ont tendance à foncer sur les chiffres. Ce qui est important plus que les chiffres, c'est surtout du bon sens. C'est-à-dire quand on veut étudier une pharmacie, qu'est-ce qu'on fait? On prend sa voiture, si elle ouvre à 8h30, on y arrive pour 8h15, on se dit tiens, en fait je pensais mettre 15 minutes de route dans les mains. On regarde un peu les parkings, on regarde un peu les voitures qui se déplacent, tiens, elle a des marches, elle n'a pas de marche, les poussettes elles peuvent rentrer, elles ne peuvent pas rentrer. Ah c'est marrant, il y a une école maternelle en face, les délais ils ne sont pas forcément mis en avant. Ah je vais rentrer ensuite après à l'intérieur, ah tiens c'est sympa, c'est pas sympa, il y a une belle lumière, les équipes elles sont souriantes, ah par contre ils travaillent telle gamme, etc. À aucun moment dans tous mes exemples j'ai parlé de sujets financiers, de chiffres. Ça à un moment donné, des professionnels que nous sommes qui sont là pour à un moment donné accompagner. Et au fur et à mesure, à un moment donné, quand vous posez la question, vous dites comment ils font les gens pour se décider en 48 heures, c'est pas compliqué, c'est leur 10e, c'est leur 12e qu'ils sont en train de regarder, ils ont l'habitude, ils regardent un petit peu les sujets majeurs. Encore des questions? Bon, ben merci pour tous ces éclaircissements. Effectivement, comme vous disiez, c'est avant tout une aventure humaine. Vous êtes là pour nous aider à partir, à entrer, et avant tout c'est le projet qu'on se fixe, les dimensions et ce qu'on veut faire de notre vie et de la pharmacie. Il n'y a pas de t-shirt à taille unique, hein, c'est vraiment ce qu'on veut faire, et surtout il ne faut pas aller vers le miroir aux alouettes, parler des boosters, des financements, il faut quand même aller vers les professionnels pour avoir aussi les tenants et les aboutissants. Mais ça reste une profession avec beaucoup de perspectives. Et puis, bon, le sujet c'était la Covid. Ça nous a montré, on a gommé les chiffres, là, effectivement, parce qu'on est arrivé à des choses
assez importante en termes de trésorerie, ce qui a été plutôt bien pour certaines pharmacies, on l'a pas complètement dit, mais cette pandémie a pour certains aidé à renflouer la trésorerie. Mais aujourd'hui, cette pandémie nous a ouvert les yeux sur les pharmaciens professionnels de santé avec beaucoup d'opportunités à venir. Voilà. Si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez retrouver nos amis sur les stands respectifs. Je vous souhaite une bonne fin de congrès. Merci.